Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Oméric de Sarthe. Bonjour Oméric. Bonjour. Alors Oméric est cofondateur et président de PitchBoy, on va y venir tout à l'heure. C'est aussi le vice-président de l'association EdTech France, c'est un auteur. Bref, il a beaucoup de vie. On est dans ces superbes locaux parisiens. Alors, on n'est pas à Paris exactement, on est à Neuilly, pas très loin d'M6, je crois. J'ai cru croiser M6 en face, dans un cadre plutôt sympa, dans un espace de coworking qui est plutôt chouette, qui s'appelle Wojo, c'est ça ? Exactement. Ok. En tout cas, un grand merci pour ton invitation. On s'était rencontrés nous à Vivatech, où j'étais allé faire un petit peu mon marché des startups RH et j'étais tombé sur toi et ta solution que j'ai trouvée ultra pertinente et qui, je pense, fait bouger les lignes du monde RH et en particulier de la formation, mais on va y revenir. Avant de commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, Oméric. Qu'est-ce que tu faisais avant PitchBoy ? Waouh, c'était il y a tellement longtemps. Non, j'ai vécu pendant 7 ans en Chine où j'ai fait principalement de l'entrepreneuriat. J'ai commencé par ouvrir le bureau pour un cabinet de conseil en ressources humaines à Shenzhen, en Chine du Sud. Après, j'ai monté une première société qui faisait du hardware. T'as fait quoi comme étude pour partir en Chine ? J'ai fait un double cursus affaires internationales et chinois. Ah oui, donc le chinois, c'était déjà quelque chose qui était assez jeune en tête. Quand j'étais petit, ouais. Il paraît... Pourquoi ? Alors, ça c'est une histoire assez personnelle. C'est familial ou t'as vécu en Chine ? Non, j'ai la chance d'avoir des parents qui adorent voyager, qui m'ont toujours emmené avec eux, et ma sœur aussi. Et pour mes 10 ans, on devait aller à Hatshepsut, puis il y a les attentats, malheureusement. Donc au dernier moment, on a dû changer de destination. Et on est allé en Chine. Donc à l'époque, c'était très organisé, cadré, avec le guide qu'on pouvait pas lâcher et autres. Et on a fait Pékin, Shanghai, Suzhou, et paradoxalement, je me suis trouvé dans un environnement qui avait rien à voir avec ce que je connaissais, au niveau de la nourriture, des gens, de la langue, et je me suis senti chez moi. C'est chouette. Donc le pays a, heureusement pour lui, beaucoup évolué, mais j'ai toujours cette affinité, et je peux considérer avoir un profil assez biculturel, même si je suis blanc à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pas mal de mes amis chinois qui disent que je suis un œuf en fait, donc blanc à l'extérieur mais jaune à l'intérieur. Voilà, très bon. Petite anecdote. Ok, et donc t'es parti travailler là en Chine. J'ai fait un bachelor à l'université Fudan de Shanghai, donc on n'est pas nombreux à avoir un bachelor de l'université chinoise. Et après, quand je suis revenu en France pour finir mon master, je l'ai fait entre la France, les États-Unis et la Chine. Et j'ai tout de suite été embauché par le cabinet franco-chinois pour ouvrir leur bureau. Mais au total, mes études plus mes années de travail, je suis resté 7 ans en Chine. Ouais. Et du coup, tu parles mandarin ? Couramment. Donc compétence assez rare. J'imagine anglais aussi, donc t'as vraiment un trilinguisme à minima, quoi. En tout cas. À fait. Ok. Donc, et PitchBoy est né en Chine, du coup, ou non ? Non, absolument pas. D'accord. PitchBoy, c'est une très belle rencontre qui a eu lieu en 2018 et qui a donné naissance à la société en janvier 2019. D'accord. Alors cette rencontre, tu peux m'en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui était la genèse en fait ? Alors la genèse de PitchBoy, c'était au sein d'un startup studio, celui d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Jin, où ils créent tous les ans une tech en lien avec l'activité des consultants en influence et marketing digital. Et ils avaient créé une solution, pas une société, en réalité virtuelle qui était à vocation de media training, donc aider les dirigeants à préparer des interviews et des choses comme ça. Okay. Et on était voisins sur un salon. Alors à l'époque, je faisais moi de la réalité augmentée. Et quand on s'est rencontrés de manière informelle, je leur ai dit que je trouvais leur produit absolument génial, mais que le media training c'était vraiment niche, qu'il fallait sur la formation parce qu'il y a des vrais besoins. Et vu que dans le cadre des ressources humaines, j'avais adressé ce sujet-là en Chine, et ils m'ont dit écoute, nous c'est pas notre sujet, mais si ça t'intéresse, prends le prototype et puis vois ce que tu arrives à en faire. Et c'est comme ça que PitchBoy est né.
D'accord. Une rencontre, de la confiance et beaucoup de travail. Ok. Vous êtes combien de cofondateurs aujourd'hui? 2. Deux. Ouais. Moi et Romain. Et Romain, quel est ton rôle? Quel est son rôle Alors moi, j'ai une posture plus sur la partie opérationnelle, admin, sales, marketing. Et Romain est sur toute la partie produit et tech. Tech, d'accord. Plus CTO, on va dire. Exactement. Ouais, je sais pas si vous l'appelez comme ça, mais c'est un peu l'esprit. Ok. Et sinon, j'ai dit que tu étais aussi vice-président de l'association EdTech France. Est-ce que tu peux nous présenter EdTech France? Alors EdTech France, c'est une magnifique association qui regroupe plus de 400 acteurs à l'univers de la EdTech, donc à la fois sur la verticale du K-12, les enfants, du supérieur et de la formation professionnelle. Et le principe, c'est tout ce qui est autour de l'éducation et de technologie. Donc il y a des sujets aussi bien de lobbying auprès des ministères, travail et éducation, il y a tout ce qui est créer des synergies de la valeur pour les adhérents, travailler aussi sur l'évolution du marché, faire des rapports, créer des liens avec l'international. Donc c'est un acteur au niveau national qui veut faire la promotion de cette industrie qui est en pleine ébullition. Vice-président, tu fais quoi? C'est un rôle un peu honorifique ou c'est très opérationnel? Alors, j'aimerais être beaucoup plus opérationnel que le temps me l'autorise aujourd'hui. Donc, je salue mes autres collègues vice-présidents aussi. Non, il y a une secrétaire générale qui s'appelle Lauriane, qui fait un travail formidable. On a aussi Geoffrey, donc il y a 2 salariés. D'accord. Geoffrey qui travaille sur tous les partenariats. Et les vice-présidents, eux, ont tous leur start-up, plus ou moins start-up. Mais ils sont dans l'écosystème du monde de la formation au sens large. Exactement. Okay. Et l'activité qu'on a, on s'est attribué des verticales. Donc sur la formation et autres. Moi, je suis en charge de la cartographie. Donc je vous invite à aller sur le site internet de EdTech France. Vous faites carto, il y a des fils, vous pouvez identifier en fonction de vos besoins les différents acteurs qui sont membres de l'association. Ok, je mettrai un lien dans le descriptif de l'épisode. Avec grand plaisir. Ouais. Et je suis aussi trésorier, parce qu'il fallait le faire, et que j'aime bien. Qui veut être trésorier dans l'association? Tout le monde regarde ses chaussures. Et toi, t'as levé la main et tu dis, bon, allez, j'y vais. Voilà, exactement. Ok. Et du coup, c'est un engagement qui est assez fort en termes de temps. Tu arrives à équilibrer avec ta vie d'homme et puis ta vie d'entrepreneur. Et de jeune papa. Ouais. Alors, depuis que ma fille est là, depuis 2 ans et demi, effectivement, ça a fait pas mal bouger les choses. Mais non, on y arrive très bien parce qu'effectivement, le travail qui est fait par Oriane et Geoffrey est juste formidable. Donc, on a toutes les 2 semaines un codir où des décisions sont prises, où on s'attribue des responsabilités, des tâches, et on suit comme ça l'évolution. Okay. De manière très proactive. Ok. Alors, le monde des ressources humaines, je reviens un petit peu comme le monde des ressources humaines, tu le connais donc depuis un certain temps maintenant. Ouais. Ça fait quelques années. Tout à fait. En quoi tu prends plaisir à travailler dans cet univers? Alors je vais faire mon mea culpa parce que quand j'étais jeune, en fait, la première fois qu'on m'a dit tu penses quoi des ressources humaines, je dis c'est un bureau au fond d'un couloir, soit c'est une bonne, soit c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, j'ai réalisé au fur et à mesure des rencontres, des échanges, et puis surtout avec Pitch Boy, c'est que c'est l'élément clé du fonctionnement. Une entreprise, c'est des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Donc si on ne prend pas en compte suffisamment cette dimension-là, on dit qu'un recrutement qui est raté, c'est 30 000 €. Bon, quand on a un grand groupe, ça s'absorbe. Quand on a une petite structure, ça fait très mal. Ça peut être très violent, ouais. Donc, il faut le prendre en compte. Et dans la ressource humaine, il y a une verticale qui est essentielle. Et j'œuvre à la fois pour dire que la formation est un centre de profit. La formation n'est pas un centre de coût. Et j'œuvre aussi pour dire que le directeur ou la directrice formation devrait être au COMEX. Alors là, ça en fait rire beaucoup. Mais quand on leur dit non, si vous avez les KPI qui vous montrent le taux de croissance que vous récupérez avec une formation bien faite, là tout de suite on prend plus au sérieux parce que ça va être la première fois qu'on va pouvoir dire qu'il y a des KPI sur la formation. Et donc c'est exactement ce qu'on fait. Ah on va revenir parce que j'ai une vraie marotte. J'ai été responsable formation dans une vie antérieure avec les Kirkpatrick. Je pense que ça te parlait ce genre de truc. Comment mesurer le ROI d'une formation? Ça, c'est un vrai sujet. Mais j'ai la question. Hein. C'est pour tout à l'heure. Et pour ceux qui sont patients, restez en ligne. En tout état de cause. Quelle est la chose la plus, avant de rentrer un peu dans le concept Pitch Boy, mais quelle est la chose la plus drôle, marrante, en étant positif, qui t'est arrivée depuis que tu as créé cette entreprise? Je parle pas des galères parce qu'on en a tous quand on est entrepreneur. Oui, justement, des choses plutôt positives. Mais on les aime, les problèmes. Sinon, on ferait pas ça. On les aime. On a envie de changer le monde. Non, je dirais c'est plutôt la chose qui m'a été la plus surprenante. Ouais. En plein Covid, alors que personne ne savait dans quelle direction on allait, qu'on était en clôturé et autres.
les équipes ont fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Donc moi, j'ai voulu m'aligner parce qu'on avait mis du chômage partiel, etc. D'accord. En tant que mandataire social, je me suis aligné aussi par solidarité. Simon Sinek, Either It Lasts. Et je me suis dit, tiens, il y a certaines personnes qui vont être sensibles. Et, non, j'avais des guerriers à côté de moi. Et on a réussi à passer cette période-là avec de la croissance, sans se voir, en ayant des difficultés incroyables de joindre les prospects, les clients. Oui, j'imagine. Et en fait, tout le monde s'y est mis. Et c'était juste extraordinaire d'avoir une telle énergie quand on se connectait. Tout le monde était à l'heure. Alors qu'il n'y avait pas eu de changement à proprement dit sur les visios et choses comme ça. Donc ça, c'est l'anecdote qui m'a le plus parlé. C'est quand on arrive finalement à créer une cohésion et une culture d'entreprise forte, on peut faire bouger des montagnes. Ok, très chouette. Alors, Pitch Boy, déjà pourquoi ce nom ? Pourquoi Pitch Boy ? Alors la vraie raison, c'est qu'à une époque, c'était le nom du proto, donc qui avait pas vocation à devenir la société qui est en pleine croissance, mais le nom est resté. Et ce nom-là, il vient d'où ? Il vient d'un jeu vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à l'époque. Et c'est un jeu vidéo qui s'appelle Fallout. Donc résumé, tech bactériologique, 90% de la population mondiale qui est décimée, bref, ça annonçait rien de bon pour la boîte. Sauf que sur le bras, vous avez un boîtier qui s'appelle le Pip-Boy. Et dedans, vous avez votre inventaire, vous avez vos munitions, vous avez votre équipement, vous avez tout. Et nous, on a dit, ce qu'il faut créer, c'est le Pip-Boy du pitch. De Pitch Boy. Tout simplement. Voilà, je suis désolé, c'est pas une histoire rocambolesque. À un moment, on s'est dit, mais il faut qu'on raconte une histoire un peu plus glamour. Donc, on disait, OK, on a rendez-vous avec des investisseurs au tout début. Et puis, ils nous ont dit, OK, let's pitch it, boys. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'il y a eu le nom. Mais non, on va assumer la vérité. Rien de glamour. Bon. Alors, je pense que tu vas être meilleur que moi pour expliquer ce que fait Pitch Boy. Donc, alors je me suis noté des phrases, mais je préfère que ce soit toi qui les dises. À quoi sert Pitch Boy ? Quelle est l'utilité ? Même plus loin, quelle est la mission de Pitch Boy, quoi ? Si on va plus loin. Alors, on présente Pitch Boy comme étant une IA conversationnelle. L'objectif, c'est de recréer une mise en situation la plus réaliste possible, dans laquelle les collaborateurs vont pouvoir, 1, valider leurs connaissances, et 2, développer leurs compétences. Donc, ce que je mets dans connaissance, c'est tout le savoir. Ce que je mets dans compétence, c'est le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire. La mission, rendre la formation la plus accessible et efficace au monde. Et le dénominateur commun à tout ça, quand je parle d'IA conversationnelle, c'est que votre utilisateur, votre apprenant, il doit parler. Et le langage est universel. Okay. Donc le fait de pouvoir s'entraîner dans un environnement bienveillant, où j'ai le droit à l'erreur, où je peux recommencer et progresser à mon rythme, et où à la fin de chaque simulation, j'ai un feedback personnalisé, ça permet, quand on s'appelle Orange et qu'on a des téléconseillers à former, ainsi que pour Majorel ou Foundever, d'avoir exactement un tel qui a progressé de temps, mais aujourd'hui il a telle difficulté. Par contre, il maîtrise très bien l'accueil, il maîtrise très bien les objections. Et donc on sait, le formateur va pouvoir de manière très précise et efficace l'accompagner sur les sujets sur lesquels il y a des difficultés. Ok. Donc, si je comprends bien, ça fonctionne par la voix. Tout à fait. Et pourquoi ce choix de la voix pour apprendre ? Parce que le langage est vraiment universel. On n'est pas sur quelque chose de descendant. Le besoin des entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont opérationnels. Ouais. J'ai besoin, quand je suis à la direction, de m'assurer que tout ce qui a été décidé d'un point de vue évolution produit, service, est bien maîtrisé à tout niveau de l'échelle. Okay. Comment est-ce que je peux faire ça ? La transmission orale, c'est ce qui, dans la nuit des temps, a permis aux histoires de perdurer. Et donc, on a tous gardé cette capacité à mémoriser, retenir. Et si je suis capable de matériellement répondre à une question à l'oral, c'est que je sais. Et c'est toute la différence avec ce qu'on fait beaucoup trop en formation avec des quiz où il faut choisir entre ABCD. ABCD, c'est de la déduction, c'est pas de la connaissance. Donc là, je me fais pas beaucoup d'amis quand je dis ça, parce que c'est ce qui est utilisé par 90% des entreprises. Les 10% restants, ils travaillent déjà avec Pitch Boy. Donc, non, trêve de plaisanterie, on est vraiment sur cette partie-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer une expérience efficace, engageante, qui donne envie d'apprendre et de se former, sachant que personne n'a le temps ou personne ne prend le temps, et ça passe par l'oralité. Ok, donc techniquement, pour essayer de visualiser les choses, je suis apprenant, je suis un conseiller d'Orange, je prends un téléconseiller d'Orange par exemple, et je vais avoir en face de moi un ordinateur à qui je vais parler.
Alors, je le fais sur mon ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone. Ça s'intègre directement dans le LMS, sur un site internet. Alors, explique LMS. Learning Management System, ce sont les plateformes de formation utilisées par les entreprises pour centraliser tous les contenus et faire un suivi efficace. Donc, concrètement, on me dit, j'ai un module pédagogique, on me dit, entraînez-vous, testez vos connaissances. Je clique dessus, une introduction qui me redonne le contexte, et quand je suis prêt, on me dit démarrer. Donc, je dis démarrer oralement, la simulation commence. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Eh bien écoutez, je viens vous voir parce que Ok. Alors c'est une discussion. Ok, c'est hyper intéressant. Donc on a tous, je pense maintenant, entendu parler de l'intelligence artificielle, sauf si on était dans une grotte depuis à peu près 1 an. Néanmoins, je suis pas un expert moi de l'IA, je l'utilise, mais je suis pas un expert technique de ce. Ça peut te rassurer, moi non plus. Voilà. Alors concrètement, et c'est le truc qui m'a plus quelque part bluffé, c'est comment l'IA peut comprendre l'apprenant. Je m'explique parce que on a tous certains parlent vite, certains parlent doucement, certaines ont des accents. La langue française, elle est, alors je connais pas la langue chinoise, mais la langue française, elle est hyper riche. Il y a des synonymes en pagaille. J'imagine que quand on fait, par exemple, un job de téléconseiller d'Orange, on peut peut-être les former aussi à répondre à des objections, ou voir quand on a quelqu'un qui est un peu agressif ou voire insultant, malheureusement, y répondre. Et on sait que dans les insultes, on peut être hyper large aussi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut analyser et comprendre tout ce que va exprimer l'apprenant pour l'aider, bien sûr, à s'améliorer? Alors, c'est une technologie qui s'appelle du traitement automatique du langage. Okay. Donc, il y a d'abord une première phase qui est comprendre ce qui a été dit. Donc ça, c'est du speech to text. C'est la même technologie qu'on a quand on dicte un texto à son téléphone. Oui, ok. C'est de la retranscription. Jusque-là, je comprends. De l'oral au texte. Okay. Et après, les algorithmes de PitchBoy vont venir analyser les mots, la syntaxe, les déclinaisons, l'antériorité, la cohérence, et va croiser tous ces éléments-là avec la grille d'évaluation qui est définie par l'entreprise. Okay. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est un ADN, c'est des méthodes, c'est une posture, c'est des connaissances, c'est des services produits, etc. Donc il faut arriver à personnaliser, à adapter à la réalité du terrain. Et ce qui fait qu'une expérience fonctionne bien, c'est quand elle est au plus proche du quotidien du collaborateur. Et c'est ça qu'on arrive, nous, à recréer. Et comment on fait ça? C'est une plateforme de création no-code, donc extrêmement simple. Je suis pas tech du tout. Je sais pas lire une ligne de code. Je l'ai dit un peu moins fort. Mais et donc, on a besoin, et pourtant je l'utilise au quotidien, de rendre accessible la technologie au plus grand nombre. Et ça, on a réussi. Le gros avantage, tu parlais de, par exemple, gestion des incivilités. Ouais, par exemple. Ça. Un client comme Crédit Mutuel, et il y en a d'autres, qui est venu nous voir en disant, voilà, on veut travailler sur cette thématique dans nos agences, parce que post-Covid, ça a explosé. Au téléphone, en présentiel. Donc les expériences qui vont être créées, ça peut être des simulations d'appels téléphoniques, ça peut être des vidéos 2D, et ça peut être aussi de la vidéo 360 degrés. L'important étant de garder un réalisme au plus proche du terrain. Et quand un collaborateur va lancer, par exemple, la simulation de gestion des incivilités dans son casque ou sur son ordinateur, il va vivre une expérience où il va être maltraité, menacé, injurié. Eh bien, on va devoir s'assurer qu'il garde quand même son calme, qu'il arrive à appliquer la méthodologie. Et la finalité de tout ça, c'est prendre conscience que la personne qui a été ciblée, ça n'est pas lui en tant que personne, c'est l'entreprise qui le représente. Il y a une attente, cette attente n'est pas rencontrée. Et ça, quand on le fait en présentiel ou en e-learning et qu'on explique aux collaborateurs tout ça, il le comprend très bien, jusqu'au jour où il le vit. Sauf que maintenant, aller mettre des formateurs ou des acteurs pour faire des jeux de rôle dans des salles avec tous les collaborateurs qui vont être concernés au niveau national, d'un point de vue logistique, d'un point de vue budget et d'un point de vue aussi rejouabilité, c'est impossible. D'accord. Et la réalité, ça c'est Charles Véraud, qui est le directeur général de Mercure International, donc Mercure International qui est le leader en formation commerciale, il explique que il a la chance avec ses équipes de faire des jeux de rôle, enfin des formations en hybride, avec des passages en jeu de rôle. Mais que la réalité du terrain, c'est que les collaborateurs, quand ils passent 4 fois, c'est formidable, mais ils auraient besoin, pour une grande partie, de passer 6 fois, 8 fois, 10 fois. Et là, on en revient aux mêmes problématiques. Il n'y a aucun client qui va avoir ni le budget ni le temps pour faire passer 6 fois, 8 fois, 10 fois ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, la formation, elle est très bien parce qu'elle est cristallisée. On sait, on connaît les connaissances à transmettre. On le fait dans des modules qui se veulent les plus agréables, beaux, pour être attractifs. Mais ça veut surtout dire qu'une formation, quand elle est faite, le collaborateur, il l'a fait, on valide. Il passe un quiz, s'il a plus d'une certaine note, on valide. Mais par contre, on le laisse aller sur le terrain
tout en sachant qu'il n'est pas opérationnel. Donc il est là notre leitmotiv. Rendre les collaborateurs en confiance, opérationnels, pour que lui-même soit le meilleur ambassadeur de la marque, pour que le client, lui, soit content et qu'il crée une vraie relation, pour que le manager, il sache comment accompagner le collaborateur efficacement, et pour que la direction générale, elle voit, waouh, ils ont progressé de tant de points. Tiens, on a identifié que, alors je vais pas donner le nom, mais dans telle société, il y a 37% des collaborateurs qui n'ont pas le réflexe de faire de la vente additionnelle. D'accord. Voilà. Et donc, qu'on ait un ROI, des KPIs et des collaborateurs satisfaits, engagés, qui aiment se former parce qu'ils voient le côté vraiment très pragmatique de la formation et l'impact sur leur terrain. Ok. Et alors là, je viens sur le sujet qui me taraude. C'est comment tu mesures le ROI de ces formations. Est-ce que c'est l'IA qui met une note? Alors, j'espère pas, mais en tout cas, voilà. Comment est-ce que moi, je suis apprenant, je reviens, je suis mon conseiller d'Orange, j'ai envie de me former sur les incivilités, je vais peut-être suivre le module 1 fois, 2 fois, peut-être 10 fois si j'ai envie, j'imagine en asynchrone, en mode un peu module micro-learning, enfin je sais pas, voilà, c'est un peu cet état d'esprit, c'est comme ça que j'aime, en tout cas c'est comme ça que j'aimerais le vivre. Mais comment est-ce que, vu qu'il n'y a pas d'êtres humains qui vont me dire bah t'as bien fait ou t'as pas bien fait, t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, j'imagine que c'est l'IA qui va le faire. Et comment est-ce que ça fonctionne, ça? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types d'expériences. Tu as d'abord ce qu'on appelle le questionnaire en IA conversationnel. Donc on va te poser une question ouverte ou fermée, c'est un peu complexe, à laquelle tu réponds, et on te donne un feedback ou non. Donc tu as la bonne, la mauvaise et la réponse partielle. On a rajouté une notion, c'est le collaborateur qui va dire « je ne sais pas ». Parce que vu qu'il n'ose pas le faire à cause de ses camarades en présentiel et qu'on lui propose pas en e-learning, c'est très intéressant de voir comment ça réagit. Donc le questionnaire en IA conversationnel, je pose une question, la réponse elle est bonne, mauvaise, partielle. Et après il y a la mise en situation, le jeu de rôle. Donc là c'est le jeu de rôle digitalisé. Dans les 2 cas, c'est effectivement l'IA qui va te donner un feedback, un retour utilisateur, avec une note, le détail de cette note et l'explication attendue. Donc les axes de progression personnalisés. Si je refais la simulation la 2e fois et que j'ai pris en compte tout ou partie des feedbacks, eh bien ça va avoir un impact sur ma note, le détail et les axes de progression. L'IA saura que c'est la 2e fois que je le fais. Tout à fait. Et elle va suivre ma progression. C'est historique, bien sûr, qui est tracé, quoi. Exactement. L'objectif, c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on a quand même une note? Alors, il y a certaines sociétés où ils veulent pas de notes, ils veulent des étoiles, où ils veulent des smileys. Très bien, ça revient à la même chose. Mais donc tout ça est personnalisable en marque blanche, bien entendu. Mais l'idée, c'est que je préfère avoir une note faite par une machine parce que je sais qu'il n'y a pas de biais. Ou alors, c'est des biais choisis. Et les critères d'évaluation vont être les mêmes pour tout le monde. Donc les collaborateurs, on a une satisfaction de 78%. Pourquoi? Parce qu'ils adorent en fait s'entraîner comme s'ils étaient en présentiel, mais que ça soit de la synchrone digitale. Ils adorent ça. Oui, ce qui est pas pareil que jouer à un jeu de rôle avec tous les petits copains dans une salle de formation pendant 8 heures. Non. C'est pas la même expérience du tout. Non, parce qu'on a l'extraverti qui lui va adorer et va toujours vouloir en faire plus, et il y a l'introverti qui lui va se mettre dans le fond de la salle pourvu qu'on ne choisit pas. Ouais, voilà. Et puis le regard des autres va le troubler ou le gêner, alors que là il est devant son écran et dans les 2 cas on va surjouer. Moi j'en ai fait des jeux de rôle. On va surjouer les choses, on va pas être soi-même. Ok. Donc tu m'as cité un chiffre, j'ai posé une question, elle est pas bonne, mais du coup tu as cité un chiffre effectivement sur la satisfaction des apprenants. Ça, j'imagine que vous le mesurez et c'est indispensable de mesurer effectivement le retour des utilisateurs avec le recul, parce que maintenant PitchBoy a 5 ans. Est-ce que vous voyez encore des axes pour vous d'amélioration pour encore aller plus loin que ce que vous proposez aujourd'hui? Donc oui, pour répondre à la question précédente, excuse-moi, je me suis emballé, mais tu as les KPIs, tu vas avoir la simplicité du déploiement, la satisfaction des collaborateurs, la progression, ce qu'on appelle les aides à la décision. Donc je reprends mon exemple des 37% qui n'ont pas fait de vente additionnelle. Ça fait partie des choses qu'on peut pas voir en e-learning et qu'on peut pas voir en présentiel, sauf que le ROI il est énorme. Et l'engagement. Donc maintenant, ce qu'on va chercher nous à créer comme axe d'amélioration, c'est de l'automatisation. C'est-à-dire que quand un client vient voir PitchBoy, il a 2 possibilités. Soit il prend en main la solution, donc plateforme no-code, il est complètement autonome, on l'accompagne dans son développement. Soit il nous confie et on fait de la co-construction. Et là, j'aime bien parler de la loi de Pareto. On va faire 80% du travail, mais la valeur ajoutée, elle est dans les 20% que vous apportez sur votre ADN, votre posture, votre méthodologie. Oui, parce que là, ça, c'est important. C'est indispensable. Donc, qu'est-ce que j'appelle automatisation et amélioration? Sur l'outil auteur, notre objectif à tous, c'est que d'ici la fin de l'année 2024,
n'importe qui, pas simplement un concepteur pédagogique, pourra créer des questionnaires en IA conversationnelle sans avoir besoin d'avoir une expertise. Il pourra juste créer en fonction de ce qu'il a envie de créer. Avoir une marketplace où je pourrais aussi aller chercher, tiens, il y a Linguaphone qui a créé des modules d'apprentissage des langues, hop, je les prends. Tiens, il y a Alliance Française qui a fait la même chose. Ah bah tiens, je vais comparer les deux et puis je vais les acheter sur étagère pour les rajouter dans mon LMS. Avoir toute la partie support pour être complètement autonome. Et vu qu'on a une solution qui fonctionne dans 47 langues, être capable de le déployer dans le monde entier. Aujourd'hui, on le fait, mais ça reste très opportuniste parce qu'on a des clients grands comptes, comme L'Oréal, comme Dior, etc., qui nous poussent en fait à créer dans différentes langues. Ah oui, j'avais même pas pensé effectivement, tout naïf que je suis, au côté multilingue. 47 langues sont déjà prises en considération par vos outils, quoi. Ouais. Dont le mandarin ? Oui. Alors le mandarin, il y a une particularité, c'est qu'il faut être capable que la solution soit capable de lire les caractères. Ah. C'est comme le thaï, c'est comme le coréen. Mais par contre, dans la compréhension de la langue, totalement. Ok, donc c'est faisable en fait. Tout à fait. Ah, ok. Avec le recul, est-ce que vous avez réussi à mesurer les bénéfices qu'ont les entreprises à utiliser PitchBoy ? Tu parlais par exemple de Cell, sans la citer, et c'est pas ça mon sujet, qui s'est rendu compte que 37% effectivement de ces commerciaux ne faisaient pas de vente additionnelle, ou en tout cas pas à hauteur peut-être de ce qu'ils attendaient. Tout à fait. Donc après PitchBoy, est-ce que ce chiffre a baissé ? Et est-ce qu'ils arrivent à mesurer en fait le ROI de ces formations ? Parce que c'est le vrai sujet. C'est le vrai Moi sujet. Que j'avais dans ma vie de responsable formation, etc., c'est ok, j'ai dépensé 1000 en formation, et c'est un choix, et qu'est-ce que j'ai pu faire gagner à mon entreprise ? Voilà, moi j'avais tous les ans les mêmes demandes, je vais faire une formation Excel, une formation gestion du temps, et on se dit mais quelle productivité, pourquoi, quel objectif, voilà, et c'était extrêmement difficile à mesurer. Donc est-ce que ça, vous arrivez à mettre des chiffres qui permettent de dire tu dépenses 1000 chez PitchBoy et donc tu vas gagner 5000 en sales ou autre chose, quoi. On a développé un calculateur de ROI. Donc on compare pour le coup, pour être au plus proche du réel, avec les budgets formation présentielle, mais l'entreprise va dire, bah voilà, moi, un collaborateur formé sur une journée, c'est un budget de temps par collaborateur, il va faire tant de formations dans l'année, etc. Donc on sait combien ça coûte. Maintenant, on va lui proposer de prendre la solution en main, donc il va savoir combien va lui coûter l'abonnement, combien de personnes il va pouvoir former avec les tokens, et après, combien il va pouvoir créer de modules. Et on est sur un ratio qui est à minimum de 40%, et qui peut parfois monter à 230%. Ah oui, donc c'est énorme. Plus on a de personnes, en fait, la partie rejouabilité et scalabilité fait que tu as un résultat qui est exponentiel. Okay. Et vu que tu peux avoir aussi des populations qui sont avec un fort turnover ou des populations qui sont pas à l'aise avec l'écrit, tu as aussi un aspect inclusion, accessibilité qui est juste très 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 fort. Parce que quand tu es sur des chantiers pour des problématiques de sécurité, comment tu fais ? Tu peux pas mettre les gens devant un PowerPoint ou s'ils sont dans la salle, ils écoutent, ils font acte de présence. Et comment tu t'assures qu'ils savent bien quels sont les 4 éléments clés qu'ils doivent avoir avant de rentrer sur le chantier ? Tu peux pas. Alors que s'ils doivent le matérialiser oralement, là, ils vont pouvoir te le prouver. Donc on a ça comme KPI, ce qui est extrêmement fort, enfin qui permet, qu'on partage très volontiers et d'ailleurs qu'on souhaite mettre sur le prochain site internet, ce calculateur de ROI. Et après, en fonction des différentes verticales qu'on va adresser, parce que là, on parle beaucoup de la formation, sur la formation initiale, formation continue, sensibilisation, mais tu as aussi beaucoup de RH. On fait beaucoup de mise en situation pour du recrutement. Ah, par exemple, concrètement, alors c'est un de nos tout premiers clients, c'est Sixt. D'accord. Ils ont un turnover qui est quand même important, alors qu'ils sont great place to work, etc. Mais ils ont quand même un turnover important. C'est normal, quand on attend toute la journée le client qui passe la porte et qu'à 18h57, alors qu'on fait à 19h, il y a quelqu'un qui passe, faut prendre son plus beau sourire. Qui est stressé parce qu'il n'y a pas de voiture. Ouais. Ou qui vient pour une Twingo. Voilà. Eh bien, là, ce qu'on a fait, c'est une mise en situation. Donc, ils ont déjà la première étape, ça reste quand même une préqualification par téléphone, pour que le premier contact soit un humain. Mais après, la deuxième phase, au lieu de faire venir tous les candidats en jeu de rôle présentiel, ils envoient un lien pour tester la simulation. Et la simulation, on lui redonne tout le contexte. Vous êtes dans une agence Sixt, vous allez faire face à un client, vous avez 4 véhicules disponibles, des options à votre disposition, et après on le laisse se débrouiller. Ok. Et là, ça permet d'avoir un classement, d'avoir le replay, de faire gagner un temps colossal au recruteur qui a juste besoin de voir s'il a 50 personnes à recruter. Il regarde les 300 qu'on fait, il regarde les 50 meilleurs,
il voit qui il veut après voir en présentiel. Tous les autres, ça peut être rattaché à l'ATS, à l'outil de gestion des candidats, qui pourra envoyer un message automatique en disant merci d'avoir candidaté, ou mais non, voilà. Donc on peut automatiser tout ce flux-là et faire gagner beaucoup de temps. Donc il faut avoir un volume de recrutement quand même assez important pour... Dans le retail, ça fait sens, tout ça. C'est pas parce que je recrute 10 personnes à l'année, ça n'a pas d'intérêt là, pour le coup. Non, tout à fait. C'est pas rentable. Non, c'est pas rentable du tout. Ok, donc il faut avoir un volume de recrutement, et dans l'expérience candidat, les candidats apprécient. Oui, est-ce que ça peuvent leur faire. Ouais. Donc c'est ça, c'est la première fois je découvre. La deuxième fois, allez, si je l'aime bien, je la valide. Si je l'aime pas, je le refais une troisième fois. On peut le refaire. Tout à fait. Ah, ok. Parce qu'il y a eu des solutions, moi j'ai vécu effectivement des solutions un peu de vidéo où tu t'enregistrais, etc. Et alors c'est vieux, parce que c'était peut-être il y a 8-10 ans, déjà l'IA te disait, va mesurer un peu ce que tu dis, tes expressions, etc. Et c'était assez ambigu, parce que si tu te loupais, tu pouvais pas faire de deuxième prise, et tout le monde n'est pas à l'aise face à une caméra. Donc ils pouvaient effectivement entraîner des biais en fait de candidats qui pouvaient être top et qui en fait n'étaient pas pris parce qu'ils avaient juste raté le début de l'enregistrement vidéo, par exemple, etc. quoi. Et moi je rentre dans ce cadre-là. Je stresse quand il y a un examen. Alors maintenant ça va mieux parce que j'ai plus trop d'enjeux. Mais le bac, j'ai fait une crise d'asthme alors que j'en avais pas fait depuis 10 ans. C'est ce genre de choses. Donc quand on m'avait proposé de passer un entretien et que c'était en visio, je l'ai simplement pas fait. Parce que je trouvais à la fois pour moi en tant que candidat, c'était un manque de respect. C'est très personnel ce que je dis, bien sûr. Mais je l'ai interprété comme ça. Donc une des choses que fait pas Pitchboy par exemple, c'est d'utiliser la webcam. D'accord. Donc on n'enregistre pas le visage du candidat. Non. C'est pas le sujet. On travaille vraiment sur la voix. Exactement. Et sur la sémantique. C'est-à-dire, tu parlais par rapport à la compréhension. Aujourd'hui, en français, on est sur un score de confiance. Donc, score de confiance, c'est par rapport à ce qui est dit, même s'il y a un accent, ça va nous sortir un score. Monsieur et madame tout le monde, on est sur un score à 98%. Si j'ai un accent très fort, eh bien, peut-être que ça va baisser à 95, 92%. Auquel cas, la manière dont est scénarisé le scénario permet de, par déduction, définir ce qu'a voulu dire la personne, si c'était en lien ou non. Et si jamais l'IA ne comprend quand même pas, eh bien, on a ce qu'on appelle les répliques de recadrage. Ça va être, par exemple, je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous pourriez formuler, s'il vous plaît? D'accord. Voilà. Ok, tout simplement. Tout simplement. Vous arrivez à lutter contre les biais, peut-être, de handicap, parce qu'il y a des personnes qui je sais pas, quelqu'un qui bégaye, qui peut être reconnu, effectivement, comme, voilà, votre outil va prendre en considération ce point-là pour éviter de pénaliser la personne parce que elle a des difficultés d'élocution par rapport à une personne lambda. Alors quand on a par exemple, on a certains clients qui ont des collaborateurs qui ont des tics de langage, des handicaps d'expression orale. C'est lutter contre pour l'inclusion quoi. Parce que, exactement. Donc ça, ce qu'on a, c'est qu'on a la possibilité aussi, parce qu'on peut détecter tous les phénomènes, c'est qu'on désactive la détection de phénomènes pour que quelqu'un qui pourrait répéter la même chose ne soit pas considéré comme une hésitation ou comme de la répétition. Donc ça s'active, ça se désactive, c'est très simple. Là, un engagement qu'on a pris, c'est de permettre aussi l'inclusion des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer oralement. Oui. Et donc, on intègre prochainement la partie réponse écrite. D'accord. C'est aussi un engagement, et c'est assez marrant parce qu'on a des clients qui nous ont dit « Ah, mais nous, ça nous intéresse beaucoup parce que, par exemple, les populations commerciales ou relations clients, très souvent, ils sont dans un chat avant de démarrer une visio ou un appel téléphonique. Donc là où nous, on allait vers notre engagement impact très fort, RSE et autres, on a eu une opportunité business qu'on a dégagée. Très bien. Mais ce qui est important, finalement, ça revient à notre envie et notre souhait de rendre la formation accessible au plus grand nombre. C'est que si on ne peut pas s'exprimer à l'oral, on ne doit pas être pénalisé. Ouais. Il faut garder le côté immersif. Et les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer oralement, de toute façon, elles ont des logiciels où elles écrivent et il y a une synthèse vocale qui se met en place. Donc ça sera l'étape suivante. Ok. Est-ce que tu as des concurrents réellement? Non. Non, en fait, mon concurrent principal... J'ai creusé, honnêtement, j'ai pas trouvé exactement le Pitchboy like à côté. Pour des entreprises importantes qui ont comme actionnaire l'État, par exemple, qui ne peuvent pas, pour certains montants, faire autrement qu'un appel d'offres, on a même dû faire des courriers signés de la direction comme quoi on n'avait pas de concurrent et c'était un engagement sur l'honneur. Ouais. Donc en fait, notre concurrent principal aujourd'hui, ça va être Storyline. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en concurrence sur le temps disponible des concepteurs pour qu'ils utilisent notre outil plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on automatise, qu'on simplifie.
Mais si maintenant, et c'est le cas, il vous faut 1 heure pour faire un questionnaire sur Storyline, et que je vous garantis qu'en 1 heure, vous allez pouvoir faire le même questionnaire sur Pitchboy, sauf que vous aurez de l'interaction vocale, des KPIs et les médias qui seront générés automatiquement par une autre IA, bah vous choisissez qui? Voilà. Donc on en est là. Okay. Donc la guerre est ouverte. non, c'est vraiment... ça nous permet d'avancer. Ok, très très clair. Si on prend un peu de recul, un peu de prospective, comment tu vois ta vision future de l'IA dans le monde RH? Là, toi, tu as un usage très concret, très pratico-pratique, très actuel, et tu n'as même pas attendu la sortie de ChatGPT pour t'intéresser à l'IA, du coup. Non, 5 ans avant, effectivement, fallait faire beaucoup d'évangélisation. Donc là, effectivement, on en entend un peu plus parler, même peut-être certains, parmi les gens qui nous écoutent, utilisent ChatGPT de manière un peu plus quotidienne que voilà. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution de tous ces usages dans le monde de l'information et dans le monde RH au sens large? Déjà, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ChatGPT est un outil absolument formidable, mais attention, ce n'est pas RGPD compliant. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous, mais ne l'alimentez pas avec des données qui pourraient être liées à l'entreprise ou confidentielles. Sinon, le jour où vous avez les achats, l'IT et le légal qui vous tombent dessus, voilà. Nous, on a mis une charte dans notre entreprise, on utilise ChatGPT, on a le droit. On a même renommé MV GPT, parce qu'on a un groupe MV, voilà. Mais par contre, effectivement, on a une charte, effectivement, on met pas de données liées à l'entreprise, on met pas de données liées à nos clients. Voilà. On a un usage, effectivement, très précautionneux de cet outil, quoi. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, on voit aussi qu'il y a énormément de concurrents de ChatGPT qui arrivent, qui eux sont RGPD compliant, sont même parfois open source. Donc c'est extrêmement intéressant d'être à ce timing-là. Et ma vision, c'est que rien ne remplacera jamais l'humain. Ma vision numéro 2, c'est que de toute façon, c'est là. Donc ça sert à rien de lutter. C'est comme les gens qui disent j'utilise pas d'IA. Si vous utilisez un GPS pour votre téléphone, il y a de l'IA derrière. Donc maintenant, la question, c'est quels sont les cas d'usage. Il y a, alors je retrouverai le nom pour que tu puisses le mettre, mais il y a quelqu'un qui a fait le recensement de 300 IA avec des applications business entreprise. Sur les RH, sur le sales, sur la compta. Donc c'est très intéressant de tester. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Raphaël Chénol, qui est le directeur innovation de Innov, le groupement d'écoles, et qui lui sur LinkedIn, il poste tous les 2 jours, des tests qu'il fait avec des IA. Et c'est super parce qu'il arrive à des applications qui sont pour ses étudiants de manière concrète. Et quand on en discutait, il disait, moi, mes étudiants, c'est pas compliqué, je leur dis, si vous utilisez ChatGPT, j'ai aucun problème, mais j'ai 2 règles. La première, vous me le précisez en amont, dans l'écrit, par écrit. Et le deuxième, vous mettez un paragraphe dédié pour me dire ce que ça vous a apporté. D'accord. Et troisième, il y a un troisième, vous me vérifiez la véracité des informations qu'il vous fournit. Donc, il faut que ça soit considéré comme étant un support, une aide. Mais il faut pas, et ça c'est plus une problématique pour les générations à venir, il faut pas que ça soit un substitut. Oui. Parce que si l'humain, au sens large, n'a plus de connaissances spécifiques ou n'a plus de créativité, à un moment, la machine, elle va pas s'alimenter toute seule. Ou alors, elle s'alimentera avec des choses qu'elle connaît déjà. Donc, on doit garder notre esprit critique, on doit continuer à challenger le statu quo, ce qu'on a l'habitude de faire, et garder ces outils-là comme des outils de gain de productivité, mais pas des outils de remplacement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un RH ou un DRH qui te dirait « Attends, moi, l'IA, j'en veux pas dans ma boîte ». Écoutez, Pôle emploi, on utilise, donc vu que vous allez bientôt aller les voir, profitez-en. Ok. C'est direct. Non, mais c'est vrai, faut aussi vivre avec son temps. Ouais. Moi, j'ai une fille de 2 ans, ma plus grosse angoisse, c'est à quoi ressembleront les réseaux sociaux quand elle sera ado. Bien sûr. Donc j'ai téléchargé TikTok, j'ai téléchargé BeReal, je les ai téléchargés, je les ai utilisés pendant 1 heure, je me mets 1 heure de benchmark, de veille. Pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme, etc. Et quand sur TikTok, je me suis rendu compte que ça faisait 1h40 que je passais sur l'application et que ma productivité a été de 0, là, je me suis dit, ok, j'ai compris le fonctionnement de l'algorithme, j'ai compris aussi l'impact que ça peut avoir, j'ai été aussi faible dans mon autocritique par rapport à la consommation, à ma gestion du temps. Donc, merci, super. Maintenant, je me suis aussi intéressé à ByteDance, la maison mère. Pourquoi ? Parce que le TikTok chinois et le TikTok occidental n'est pas le même. D'accord. Les contenus en Chine sont beaucoup plus qualitatifs et éducatifs, et ils sont limités à 1 heure par jour, 1h30 par jour, par le gouvernement.
Ça veut dire qu'une société qui a développé des algorithmes avec une hyper-personnalisation extrêmement forte arrive à nous envoyer des contenus qui vont nous ramollir le cerveau, là où chez eux, il faut un contrôle pour s'assurer que les personnes ont un cerveau qui se ramollit moins vite que le nôtre. Je trouve ça hyper inquiétant. Ok. Et pas inquiétant en mode Black Mirror, Oui. mais dans le sens où il y a une prise de conscience à prendre, et cette prise de conscience, elle doit venir des RH. Donc s'il y a effectivement un DRH qui dit « je ne veux pas d'IA », c'est comme s'il disait « je ne veux pas d'innovation dans mon société Ouais. ». Donc c'est une société dans laquelle... Il va mourir. Exactement. À un moment. Donc il faut s'y intéresser, par contre avoir l'esprit critique, Tout à fait. d'être ouvert, d'être curieux, de faire sa veille, de comprendre ce qui se passe et d'oser tester. Tout à fait. D'oser tester, puis de se dire, en fait, j'ai installé l'appli, c'est pas pour moi, je la supprime, mais au moins je sais de quoi je parle. Oui. Et si vous avez des budgets qui vous le permettent, allez faire aussi des voyages de veille à l'étranger. Allez au CES à Vegas, allez au SXSW, venez à Vivatech. C'est indispensable de faire ça, parce que c'est sur le terrain qu'on va pouvoir prendre le poumon. Moi, dans ma vie précédente, avant Pitch Boy, j'organisais des Learning Expeditions. J'emmenais en Chine le COMEX de Solvay, le COMEX de Thales, etc. Et ce qu'ils aimaient, c'était quoi? Une pertinence bienveillante. Je parlais au président du groupe quand même, boîte de côté, etc. Et en fait, ils avaient des effectifs sur place. Mais ils avaient besoin de quelqu'un qui allait leur faire rencontrer aussi l'entrepreneur local à qui ils allaient avoir une discussion qu'ils ne pourraient pas avoir avec un collaborateur de chez eux qui est trop policé. Et c'est peut-être l'idée qui va vous faire gagner 100 millions. Ou qui va vous faire éviter d'en perdre 100 millions. Ouais. C'est sur le terrain. Ok, extrêmement intéressant ce sujet. Aujourd'hui, imagine que tu sois un super-héros pour une journée. Quel super pouvoir t'aimerais avoir pour booster Pitch Boy? Waouh, j'aime beaucoup la question. Preuve que rien n'a été préparé en amont. Ah non, je confirme. Moi-même, j'avais pas pensé la poser. J'ai toute une liste de questions et ça, j'ai dit tiens, faut que je la pose. Ça fait longtemps que j'ai pas posé. Je te remercierai après l'enregistrement. Si on est vraiment sur booster Pitch Boy, j'aimerais savoir coder. C'est pas vraiment un super pouvoir parce qu'on peut dire tu prends un an et puis tu t'y mets à fond. Ouais. Mais j'aimerais voilà être une poule aux œufs d'or. Comme ça, j'aurai les moyens de recruter les équipes qui permettent d'arriver à nos objectifs. Vous recrutez en ce moment, Pitch Boy? On recrute 5 personnes. Vous êtes combien là aujourd'hui? On est 15. D'accord. À la fin de l'année, on devrait être une vingtaine. D'accord. Donc tu fais partie des startups qui recrutent. Ouais. Ce qui est assez rare en ce moment. Oui. Il y a plus malheureusement. Non, et on recrute des profils seniors. Ouais, ok. Plus expérimentés. Tout à fait. On aime bien participer aux événements start-up, mais la réalité, c'est quand on a 80 clients grands comptes, qu'on forme autant de personnes au mois que nous, et qu'on a une solution qui aujourd'hui est internationale et ultra scalable, on n'est plus une start-up. Ouais. Vous êtes rentable aujourd'hui? Sans rentrer Tout dans à les chiffres, fait. ça ne regarde pas. Non, mais... tout à fait. Ok. Ouais, on l'était l'année dernière, on le sera rentable cette année. Ouais, donc effectivement, vous avez peut-être, vous êtes start-up parce que vous êtes une jeune entreprise innovante, ça c'est clair, mais vous avez franchi des caps que malheureusement tout le monde n'a pas réussi à franchir aussi rapidement que vous, quoi. Si je parle de manière très concrète et ouverte, il y a 2 ans, on a voulu faire une levée de fonds en série A. Ok. Ce à quoi les business angels les fonds d'investissement qu'on a rencontrés nous ont dit écoutez, on adore l'équipe, le produit est génialissime, mais vos KPIs, vos chiffres sont pas bons, c'est ceux d'une agence. Pourquoi? Parce que vous faites encore trop de prestations. D'accord. Fait, ok, à cela ne tienne, on a fait 3 choses. 1, pivot, développement absolu de la solution pour du SaaS, donc du récurrent. Deuxièmement, faut être rentable. Faut être rentable parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Évidemment, on a eu le nez creux. Mais c'est surtout, il faut qu'on soit capable d'avancer avec nos propres investissements. Et 3, on a beaucoup engagé nos clients dans nos réflexions stratégiques. Parce que c'est eux qui ont la connaissance du terrain, c'est eux qui ont les clients, les utilisateurs finaux, ce sont leurs clients à la formation. Et donc le fait d'avoir combiné ces 3 choses fait qu'on a gagné une liberté, une capacité d'accélérer et aussi un engagement de l'équipe qui était extraordinaire. Ok, merci pour ces précisions. Le temps tourne et donc pour finir un petit peu, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que tu aurais aimé aborder et que j'ai peut-être pas osé, ou on a fait le tour globalement de ce que tu aurais aimé exprimer sur... Comment est-ce qu'on me contacte? Comment est-ce qu'on te contacte alors? T'es joignable par LinkedIn? Ouais. Tu réponds comme? Ouais. Parce que quand on est CEO, on a toujours plein de choses. Mais non, tu gères.
je gère, je réponds toujours. Même pour les sollicitations commerciales, je mets un petit mot disant que c'est très gentil, mais je suis pas intéressé. On est d'accord, non, ça beaucoup. Ouais. Et je devrais être beaucoup plus actif. Parce que j'ai une très très belle communauté, mais je le fais pas assez. T'es pas assez présent. Non. Les derniers posts que j'ai faits, c'est sur les 5 derniers prix qu'on a reçus, et donc ça fait toujours plaisir, et je me sens obligé de le faire, mais parce que voilà, on est très fiers d'avoir reçu. Ouais, pourtant t'as des choses à raconter, des choses à dire sur tout voilà. ton écosystème, ton domaine, entre la formation, l'IA, le recrutement. Ouais. Quand on aura les recrutements qui auront été faits, que tout le monde aura fait son ramp-up, j'espère pouvoir me dégager du temps. Ok. Ah bah tiens, arrêter le temps, ça serait un super pouvoir. Ça, ce serait chouette. Hein. Ah oui. Ouais, je suis d'accord. Je passerai beaucoup plus de temps avec ma fille. Et voilà, non, je pourrais... Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast, que tu connais ou qui t'inspirent autour de la RH, qu'ils soient du côté prestataire, partenaire ou du côté utilisateur? Alors, il y a deux personnes, en fait. Il y a Pascal Molicone, qui est le patron de l'université de l'IFCAM, donc l'université du Crédit Agricole. Oui, tout à fait. Parce que c'est quelqu'un qui est très porté sur la veille. C'est-à-dire, c'était notre tout premier client historique. Hein. Okay. Il a acheté une promesse. Et il nous suit depuis, de manière régulière. Et il nous challenge. Et donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant parce qu'il a une vision sur le vivier de ce qui se passe à 360 degrés. Ok. Et une deuxième personne, parce que j'aime beaucoup quand il intervient, c'est toujours, on en apprend toujours plein de choses, c'est Jean-Roch Houllier, de Safran. D'accord. Jean-Roch, il a une précision et une vitesse d'esprit qui fait que il fait mouche. Ok. Et c'est passionnant. Quand il intervient sur des podcasts, dans des conférences, moi je fais toujours en sorte d'être présent et de pas trop l'appeler pour le déranger. Mais voilà, deux personnes très grande qualité. Bah, je note ces deux noms, merci. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, est-ce qu'il y a un podcast que tu aimes, que tu prends plaisir d'écouter régulièrement, ou qui n'est pas forcément un podcast entrepreneurial ou RH, qui peut l'être, mais qui peut être largement autre chose? Alors, des formations, hein, j'écoute surtout des podcasts qui sont en lien avec la formation et les RH. Bon, t'écoutes quoi? Learning Club. Ok. De Clément Mélin de Headflex, et il y a un autre que j'aime beaucoup parce qu'ils font de la veille sur les outils et c'est un format très court, c'est Rendez-vous en Terre Digitale. Ah, je le connais pas celui-là. Ok. C'est vraiment très sympa, c'est moins de 15 minutes. D'accord. Donc je l'écoute en vitesse 1.5 et ils prennent un outil qui est dans cet écosystème. Donc j'ai découvert Parcourou par exemple. Quand tu veux créer un LMS gratuit, je savais même pas que ça existait parce que quand tu vois le prix des LMS, c'est pas donné. Hein. Et donc à chaque fois ils prennent une solution, 15 minutes, c'est une discussion entre deux personnes et c'est ultra efficace. Ok. Bon, très très clair. Un grand merci. Un grand merci Aymeric pour merci à toi pour cet échange, pour ton accueil. Félicitations pour la réussite de Pitch Boy. Je transmets parce que vous êtes attaqué à un sujet qui est pas simple et en avance de phase, j'imagine qu'on n'a pas parlé, mais toute la partie R&D a dû être quand même un beau travail, doit encore être un beau travail de toute façon, j'imagine. 3 ans ça s'arrête jamais, mais avant de lancer et de faire le kéké commercialement, il faut avoir des choses à montrer en général, c'est mieux. Donc, en tout cas, c'était très chouette et j'espère que les personnes qui ont écouté, les auditeurs et les auditrices ont appris quelque chose aujourd'hui et se disent qu'effectivement, ils peuvent changer des choses autour en particulier de la formation. Des KPI. Merci Aymeric. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!